Il a reçu un virement de 30 000 € d'un client à l'île Maurice en euros. Le compte n'était pas crédité. Il appelle le client, il fait « j'ai pas reçu ton virement ». Le client lui envoie la preuve du virement. Il fait « ça fait une semaine que je t'ai fait le virement ». Il fait un mail à la banque. Il fait « je comprends pas, j'ai un client qui m'a fait un virement, je reçois pas l'argent ». Tu sais qu'est-ce que lui a répondu la banque ? « Monsieur, nous n'avons pas les devises disponibles pour créditer votre compte. Il va falloir attendre que les touristes reviennent en fin d'année pour ramener des devises ». Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque j'accueille Hugo de la chaîne AH Fiscalité. Il faut savoir que je ne montre pas mon visage et que c'est que du PowerPoint. C'est qu'on se dit que l'étranger, c'est la France sans les défauts de la France. Par exemple, on ne se rend pas compte de la puissance du levier bancaire en France. Pour donner quelques statistiques, la production de crédit en France est supérieure à l'Allemagne, où il y a 15 millions d'habitants en plus, où l'économie est plus riche. La production de crédit en France est supérieure à la production de crédit de l'Espagne et l'Italie réunies. J'ai fait l'expérience simple. Je suis arrivé à Charles de Gaulle à 18h. J'ai fait, allez, je veux une raison de détester la France. Je vais prendre le RER B. Et j'étais dans le train, j'avais mon casque, je finissais une série sur l'iPad. J'ai toujours mon iPad comme les gens peuvent le voir. Je suis pas allé en acheter un entre-temps. Les business internet décollent très vite, mais ils atterrissent encore plus vite. Forbes avait fait une étude de mémoire qui estimait la durée de vie d'un business internet à environ 2 ans et 7 mois. On a fait un podcast où on interviewait une femme de 52 ans qui est salariée, qui a fait 10 millions en 4 ans. Bienvenue sur Finfluence, le média qui donne la parole aux acteurs majeurs de la finance moderne. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque j'accueille Hugo de la chaîne AH Fiscalité. Merci beaucoup Hugo d'être là. Merci beaucoup pour ton invitation. Première pour moi face à des caméras, puisque généralement je ne les utilise pas. Donc un grand remerciement pour ton invitation et j'espère qu'on va pouvoir apporter de la valeur. Je pense qu'on va apporter beaucoup de valeur. Cet épisode, on va parler vraiment de fiscalité, on va parler d'expatriation, d'optimisation de patrimoine, de construction de patrimoine. Je pense que Hugo, tu as vraiment beaucoup de choses à nous partager. J'ai carrément noté des questions, ce qui est quand même assez rare en général. J'y vais un petit peu plus au feeling. Donc encore merci pour être là aujourd'hui. Merci aussi pour ta dispo. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore ? Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je suis arrivé sur Internet comme beaucoup de personnes lors du Covid. J'aime bien reprendre une citation d'un ministre à l'Assemblée nationale qui avait dit que la gauche était arrivée par effraction. Moi, je suis arrivé par effraction également sur Internet, par un pur hasard, puisque j'avais une activité professionnelle qui avait été mise en pause pendant le Covid dans de l'industrie. À l'époque, j'étais en contrôle fiscal sur une société où on crée du contenu avec ma mère, mais qu'on crée surtout du déficit. Et le contrôleur fiscal avait dit « vous faites que du déficit, il faut arrêter de se foutre de notre gueule ». Bien évidemment, il avait raison, c'était le but. Et je lui avais répondu « on va essayer de faire quelque chose, on va créer de la rentrée d'argent, du produit ». Et je me suis dit « comment on peut créer du produit facilement quand on n'est pas Nabila, quand on n'a pas de compte Instagram avec 40 000 abonnés ?» On était en 2018 à l'époque, 2018-2019. J'ai dit « je vais faire une chaîne YouTube ». Sur la chaîne YouTube, on activera la monétisation. La monétisation fera plaisir au contrôleur fiscal et point à la ligne. Il a fallu trouver le sujet de la chaîne YouTube. Ça a été un peu plus difficile. On essayera d'éviter les anecdotes trop longues, mais j'avais déjà fait une expérience de chaîne YouTube avec des amis en 2013, principauté d'Andorre justement, qui nous avait valu une garde à vue à chacun d'entre nous. Puisqu'on avait fait des vidéos de voitures qui étaient très bien faites. Il y avait un certain talent, mais ça n'avait pas été reconnu à sa juste valeur, où on avait été poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui et tout ça. Pas très intelligent. On avait fait la une du journal local. Ça avait été pas mal. Des fous du volant se filment et fournissent toutes les preuves à la police. Bon, c'était une petite anecdote de jeunesse. Donc, quand je suis arrivé sur YouTube, il a fallu chercher en fait une thématique qui devait présenter 2 choses, pas prendre beaucoup de temps, intéresser les gens, arriver aux fameux 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Donc j'ai commencé à chercher sur YouTube en pure recherche et j'étais tombé sur la vidéo d'un infopreneur qui parlait fiscalité. Ma première surprise, il y a eu 2 surprises à ce moment-là. Ma première surprise était que les gens cherchaient de l'information sur la fiscalité sur YouTube. Pour moi, YouTube, c'était pour aller voir des vidéos de chatons. Et la deuxième surprise, c'est qu'il n'y avait pas une seule chose de juste qui était dit dans la vidéo. Donc j'ai fait
tiens, il y a peut-être quelque chose. Je regarde le nombre d'abonnés, 30 000 abonnés, 40 000 abonnés, 40 000 vues. Je fais, bon, ça intéresse les gens, je vais le faire. J'avais un peu benchmarké les gens qui parlaient fiscalité, certains qui faisaient, par exemple, 1000 vues sur leurs vidéos habituelles. Je vais couper les notifications pour pas... Je suis désolé. Qui faisaient 1000 vues sur leurs vidéos, avaient fait une vidéo, j'ai créé une société offshore au Delaware, qui faisait 50 000 vues. Et ils ne comprenaient rien non plus. Et de là, on est arrivé sur... je suis arrivé, je dis souvent « on » qui est une déformation professionnelle. Je suis tout seul, c'est pas pour faire genre c'est une multinationale, c'est tout simplement pour utiliser le pronom impersonnel, déformation professionnelle, pour pas dire « moi je ». Donc si on m'entend dire « on », ça veut dire « je », mais que je ne veux pas le dire de cette manière. Et j'ai commencé des vidéos comme ça, le Covid est arrivé, le confinement est arrivé avec le Covid, et là j'ai commencé à me mettre à créer vraiment du contenu, et j'ai eu des gens, notamment un dropshipper à l'époque de Lyon, que je salue au passage, qui m'a dit tu devrais... il m'avait fait intervenir dans son Discord, moi je cherchais que des abonnés et de la monétisation de YouTube, parce que c'est difficile d'arriver aux 4000 heures de vue. Et... il m'a dit, tu devrais faire une formation, ça devrait se vendre. Je fais, oui, mais je ne sais pas le faire. Donc, il m'avait présenté à l'époque un outil que j'ai trouvé révolutionnaire qui s'appelait System.io, qui est connu de tout le monde, et où tu réglais tout, t'enregistrais, tu balançais, et tu mettais une société. Le Stripe, c'était fantastique pour un non-technicien comme moi. Et la démarche a pris, les gens ont rejoint, il y avait un réel besoin, surtout pendant le confinement, les gens développer des business qui explosaient. Tu avais combien d'abonnés à ce moment-là ? Je devais avoir, à tout péter, 3000 abonnés, 4000 abonnés. Ok. Et là, ça a vraiment pris. Et je me suis donné à cette époque, et il faut comprendre, et ça, c'est important pour les gens, tu sais, parce que les gens disent « Oh ouais, on a commencé l'entrepreneuriat avec rien, et tout ça, c'était difficile. » Je veux pas faire ma Cosette, mais quand tu as un job qui est excessivement bien payé, qui est sécurisé, j'avais un salaire de plusieurs dizaines de milliers d'euros en activité professionnelle, plus tous les avantages sur le côté. Quand j'ai commencé à dire à ma mère « Ouais, je vais faire des vidéos sur YouTube », je te dis pas la pression sociale et également la pression de tes amis, parce qu'ils se foutent de ta gueule sur le début. Hein. J'avais des amis qui étaient avocats, qui étaient banquiers d'affaires. Je disais, tu vas faire des vidéos sur YouTube, mais t'es complètement malade, quoi. Et puis même toi, il y a des moments où tu dois douter un petit peu, peut-être. J'ai pas douté parce que j'ai eu de très gros chiffres dès le départ sans faire trop d'efforts. Donc j'ai eu vraiment cette chance, qui est une chance, mais qui est également un inconvénient, parce que j'ai pris toutes les mauvaises habitudes. Pas de marketing, pas d'efforts, pas de pages, de tunnels de vente optimisés. Moi, c'était un bon de commande, t'appuies, tu payes et c'est réglé. Donc, j'ai pris cette mauvaise habitude qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui, où les gens, tu as besoin de les convaincre, tu as besoin de mettre du personal branding. Moi, j'ai jamais personnalisé en quelque sorte mon branding, je n'ai jamais eu non plus. Si, c'était des PowerPoint avec des écritures orange, donc on pouvait pas faire plus dégueulasse. Et ensuite, ça a commencé à monter. Je me suis dit, tiens, à partir du moment où je vais arriver à ma rémunération du boulot, je vais prendre une année sabbatique. Le Covid a continué, a redémarré l'année suivante. Donc, ça m'allait très bien. J'avais 18 mois avec un filet de sécurité. C'est-à-dire que si ça échouait, je pouvais repartir. Ce qui est une énorme chance et qui fait que peut-être, et c'est important de le préciser, c'est que je n'avais pas besoin de gagner de l'argent. L'argent n'a été qu'une conséquence de ce que j'ai fait. Et généralement, les gens, lorsqu'on le fait à la recherche du profit rapidement, on le fait mal et on bâcle certaines choses. Moi, j'avais un gros filet de sécurité et peu de gens peuvent l'avoir, donc je l'ai abordé de manière très sereine, mais avec une pression sociale autour de moi. Et de là, la chaîne a grossi, on a commencé à se diversifier, à apporter de la valeur différemment, plus sur la stratégie. Au début, on était sur l'expatriation, sur la fiscalité, parce que c'est pas ma passion première. Hein. Je tiens à le préciser, je ne dors pas avec un code général des impôts sous l'oreiller. Je vais pas dire que je déteste ça, mais j'aime la technicité et l'avantage concurrentiel que cela peut te donner. Et de fil en aiguille, j'ai adopté la posture d'infopreneur. Le déclic a été également important, sans faire référence à notre podcast de ce nom. L'élément qui m'a fait réfléchir, j'avais un job passionnant. Je bossais, je ne vais pas faire le Cosette non plus, je bossais 80 à 90 heures
Dans l'entreprise, ça ne veut pas dire un temps de travail effectif, mais un temps de présence de 90 heures dans la société, je tiens à le préciser. Il y a une différence entre les deux. J'ai perdu 70% de mes amis après mes études. Et j'ai commencé à avoir un petit pincement quand j'ai vu que mes amis se mariaient sur Instagram et que je n'étais pas invité au mariage. Et c'est là que je me suis dit, il faut peut-être changer les priorités des choses. C'est pour ça également que j'ai 35 ans aujourd'hui et je raisonne toujours comme un gosse. Donc j'ai jamais grandi dans ma tête, donc ça se sentira peut-être sur le... J'ai mis les lunettes pour faire sérieux, mais en réalité je n'ai pas réellement besoin. Ça, c'était quand ce déclic un petit peu avec tes amis qui C'est arrivé au moment du Covid. Comme beaucoup de personnes, le moment du Covid a été un élément déclencheur. Le confinement, je ne vais pas dire que j'ai vécu un mauvais confinement, j'ai vécu le meilleur des confinements au monde et je demanderais limite qu'ils en remettent un, parce que j'étais à Paris, il n'y avait personne. On avait des sauf-conduits parce qu'on travaillait pour une société financière, donc je n'avais pas besoin de remplir les attestations à chaque fois. Et j'avais eu le Covid en février sans savoir ce que c'était. On a découvert quand ils ont commencé à parler de la perte du goût et de l'odorat. Et j'étais avec un ami et on a passé un confinement exceptionnel où tu pouvais... je mettais 12 minutes pour aller du jardin du Luxembourg jusqu'à Porte-Maillot en voiture. Tu te posais pas la question si tu étais positif. Tu n'avais personne qui te faisait souffler. Tu faisais les courses, tu te garais sur la voie de bus. C'était la liberté absolue. Tu te garais sur la voie de bus, tu regardais pas si la voiture partait à la fourrière. C'était exceptionnel ce moment-là. Mais ça a été un élément de remise en question, de chercher à faire de nouvelles choses différemment, de reprendre un peu une sorte de contrôle sur sa vie, tout simplement. Okay. Aujourd'hui, tu as combien d'abonnés ? Aujourd'hui, je ne suis pas à la recherche des abonnés absolument. Je dois avoir quasiment 20 000. Okay. Quasiment 20 000 abonnés, donc 19 600, 19 700. Il faut savoir que je ne montre pas mon visage et que c'est que du PowerPoint. C'est une exclue que je fais pour toi et à travers Rémi qu'on connaît ensemble. Je ne suis pas à la recherche des abonnés, je ne suis pas à la recherche du nombre de vues, que je pense être de très mauvaises métriques sur Internet. C'est une métrique d'influenceur. On n'est pas des influenceurs à la sauce de Nabila. Ça veut dire qu'on ne va pas vendre le prix de notre prestation, le prix de nos services, la qualité de nos services ne va pas dépendre du nombre d'abonnés qu'on a. C'est une preuve sociale d'un côté, mais ça ne change rien. Et les gens qui veulent se lancer à faire, que ce soit du podcast, du contenu, ne vous concentrez pas sur ce nombre de vues. Vaut mieux avoir 100 personnes qui regardent une vidéo qu'avoir 10 000 touristes qui écoutent votre contenu. Et on le voit avec Rémi de la chaîne Parlons Long Terme. Il n'a pas une course par rapport aux personnes qui sont sur la même thématique. Tu étais à son événement. C'est pas pour autant que l'événement n'était pas plein avec des personnes de très très grande qualité. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vraiment, en fait, c'est le niveau de qualification des abonnés tout simplement qui est le plus important. C'est ça. Effectivement, Rémi, il commence à avoir quand même pas mal d'abonnés. Mais c'est sûr que c'est vraiment des gens qui sont, comme tu dis, très intéressants. Voilà, il y a beaucoup moins de gens qui rentrent chez Louis Vuitton par jour qu'ils n'en rentrent chez Lidl. Et c'est pas pour autant que ça te fait rêver d'aller chez Lidl. Tu vas pas faire une story en rentrant dans la boutique Lidl. Donc pour les gens qui écoutent et qui quelquefois ont une compétence, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir cette compétence. Ne courez pas après le nombre d'abonnés. Ce n'est pas une métrique viable. C'est pas ce qui va. C'est difficile quand on lance une vidéo, de se dire, tu sais, sur YouTube, tu as le nombre. La première, alors là, ça fait plaisir. Quand c'est 10 sur 10 que tu as mis de l'effort. Mais en fait, ça n'a pas d'importance. Sortez de cette course. De cette course aux abonnés, concentrez-vous sur la qualité de votre audience, sur la qualification de votre audience et la relation que vous avez avec votre audience. C'est ce que j'aurais tendance à dire en tant que... J'aime pas me qualifier de créateur de contenu, je suis pas un créateur de contenu, je n'ai aucune expertise dans ça, mais c'est le conseil que je pourrais donner aux personnes. Ok. On va parler d'expatriation, structure de patrimoine et de développement, d'optimisation. Si je devais te poser une question, ce serait... Comment structurer efficacement un patrimoine en 2023 et 2024 surtout, parce que c'est... Alors, la première chose que je pourrais donner, c'est déjà définir un horizon temporel cohérent. Un horizon temporel cohérent. Il y a un très bon livre, L'autoroute du millionnaire, je ne sais pas si tu l'as lu, qui dit que 10 ans, c'est très rapide.
Sur Internet, on peut aller beaucoup plus vite, mais se mettre un horizon temporel de 5 ans est correct. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux arriver à faire dans 5 ans, et de sortir de cette mentalité que j'appelle du mensuel. Du mensuel, quand on est sur Internet, les gens parlent en mensuel. Qui parlent en mensuel, les salariés qui parlent en mensuel et les entrepreneurs qui parlent en mensuel sur Internet. Il n'y a pas de versement de dividendes mensuels en France et ailleurs dans le monde. Concentrez-vous sur un horizon temporel de 5 ans qui soit cohérent. Sur une structuration également à l'étranger et au travers d'une expatriation, ne pensez pas que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. On a un raisonnement français, et je pourrais parler de mon expérience personnelle puisque je fais un retour en France, c'est qu'on se dit que l'étranger, c'est la France sans les défauts de la France. Sans les défauts de la France, par exemple, on ne se rend pas compte de la puissance du levier bancaire en France. Et pour créer un capital, il y a 2 composantes à la richesse. Il y a le cash flow, les flux de trésorerie de ton business et de ce que tu fais de ces flux de trésorerie qui doivent en gros alimenter un capital et la création d'un capital. Et pour créer ce capital, il te faut des outils que j'aime bien dire capitalistes. Et j'aime bien faire une distinction entre l'expatriation communiste et l'expatriation capitaliste. Et c'est la définition de Karl Marx, qui est imbuvable à lire. Je ne sais pas si tu as lu le Das Kapital, qui résume une chose très simple, qui fait la distinction entre la bourgeoisie d'un côté, qui détient le capital productif, capital financier, et de l'autre côté, les prolétaires, qui détiennent que leur force de travail. Si tu es dans ton business sans mettre d'outils capitalistes, sans créer un capital, sans investir, sans profiter le plus rapidement possible de ton business pour faire un effet de levier sur ton business, ben en fait, tu te retrouveras dans 5 à 10 ans, comme certains infopreneurs qui ont gagné beaucoup d'argent sur Internet et vous n'avez qu'à les regarder, qui créent toujours du contenu. Créer du contenu, les gens pensent que c'est une passion, mais c'est de la préparation, c'est un coût, c'est un coût, c'est du temps. Et moi, j'aime bien appeler ça le phénomène webinar du dimanche soir, à 20h30, qui dure 3 heures. C'est pas une passion non plus. Si ils faisaient des webinars et qu'ils avaient 0 vente à la fin, je pense qu'ils les feraient pas. Donc, la liberté se trouve dans le capital, dans la détention de ce capital. Pensez que à l'étranger, créer un capital est plus difficile. Pensez que, par exemple, la France a beaucoup de défauts, mais est un paradis bancaire. Un paradis bancaire, pour donner quelques statistiques, la production de crédit en France est supérieure à l'Allemagne, où il y a 15 millions d'habitants en plus, où l'économie est plus riche. La production de crédit en France est supérieure à la production de crédit de l'Espagne et l'Italie réunies. On n'est pas sur des pays du Bangladesh et du Burkina Faso pour tu sais, marketingment parlant, avec la Big ID marketing. Aujourd'hui, et tu es dans la finance, il faut avoir conscience que 90% de la monnaie en circulation, c'est du crédit. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale, ou en anglais, la monnaie des banques centrales qui l'émettent. Des commercial banks, pour être précis. C'est-à-dire que si tu n'utilises pas cette puissance financière, cette puissance du levier, tu te contentes des miettes. Tu te contentes de 10%. Et partir à l'étranger quelquefois, si ce n'est pas penser stratégiquement sur un horizon 5 ans et sur ce que tu vas atteindre en 5 ans, va te faire concentrer à augmenter légèrement ton cash flow, du montant des impôts. On faisait le calcul rapidement, et les gens qui nous écoutent peuvent le faire. Tu gagnes 500 000 euros par an sur ton business, ce qui n'est pas une somme anecdotique. 500 000 euros, 20%, ça fait 100 000 euros, ça fait 125 000 euros d'impôts par an que tu payerais sur les sociétés en France, qui est le pays le plus taxé. Également, la règle des 66% de taxes. Tu gagnes 1 million, tu payes 250 000 euros d'impôts. Tu verses 200 000 euros de dividendes, tu vas payer 30% de plus, 60 000 euros d'impôts. En tout, tu auras payé 310 000 euros d'impôts sur 1 million. Donc, tu es à 31%, tu n'es pas à 66%. Ouais. Donc, il faut raisonner en distribution et en capitalisation. L'argent est fait pour être réinvesti dans la boîte. C'est pas moi qui le dis, c'est un petit épicier qui s'appelait Gérard Muliez, qui a fait référence et qui est dans le classement des personnes les plus riches de France. Donc, faire une stratégie sur l'instant T, qu'est-ce qui pousse généralement les gens à l'expatriation ? Ça va être l'émotion.
Les gens qui rêvent le plus d'optimiser sont généralement les gens qui ne gagnent pas encore d'argent ou qui sont en micro-entreprise où ils voient les chiffres et qui se disent je vais tout me faire prendre. Concentrez-vous sur l'image la plus grosse, constituez un capital, servez-vous de cette activité pour aller plus loin. Ne raisonnez pas en impôts et ne pensez pas que l'herbe est plus verte ailleurs. Tu prends un cas, on en avait parlé sur l'Andorre. L'Andorre, d'un point de vue bancaire, c'est infernal. D'un point de vue société, c'est infernal. Tu vas pas payer beaucoup d'impôts. Mais par contre, c'est un enfer. Capitalistiquement parlant. Et c'est un peu la déformation Internet, c'est que, tu sais, tu as dû l'entendre parler de ça, c'est qu'on te dit, oui, sur Internet, tu peux bosser de n'importe où. Effectivement, tu peux bosser de n'importe où. On pourrait enregistrer ça sur un bateau avec une connexion Starlink. On pourrait être sur la façade nord de l'Everest, pas avec un setup comme ça. Mais en réalité, tu peux travailler de n'importe où, mais pas en étant structuré n'importe où, si tu veux créer du capital. Et pour en revenir sur l'économie d'impôt, raisonner qu'en économie d'impôt, 500 000 euros, c'est 125 000 euros d'impôt sur les sociétés. Combien d'années te faut-il pour constituer 10 millions d'euros, qui est la nouvelle norme du millionnaire aujourd'hui avec l'inflation. Le million d'euros, c'est intéressant en 1980. C'est pas péjoratif, mais je considère que c'est un bon benchmark. Et d'ailleurs, on a un podcast qui s'appelle 10 millions pour cette raison, qui est, selon moi, le capital optimum. Si on prend la définition de Pareto, pas le 80-20, mais la notion d'optimum, qui est moins connue et moins marketée. 10 millions, en économisant 125 000 euros d'impôts, il te faut combien ? Il te faut près de 100 ans. Près de 100 ans. Il te faudra 10 ans pour avoir 1 million. Si tu ne bouffes pas tout en location de Lamborghini, en location de yacht et tout ça. Donc il faut avoir conscience de ça et avoir une stratégie vers quoi tu vas arriver, en quoi l'expatriation peut te permettre de faire ça. Une expatriation peut être bénéfique pour un lancement d'un business, et j'aime bien prendre un exemple, quelqu'un que tu connais, Rémi, qui n'aurait jamais pu lancer son business sans une expatriation. Donc il y a les impôts, le côté, mais pensez à un objectif sur 5 ans. Ok, très bien. Peut-être très rapidement, est-ce que tu pourrais nous dire dans quel pays tu as vécu, pour vraiment qu'on puisse aussi... Alors, dans ma carrière professionnelle, c'est-à-dire en tant qu'employé, la mauvaise position, la position de l'esclave, comme certains la définissent sur Internet, que c'était pas du tout une position d'esclave, j'ai vécu en principauté d'Andorre, où j'ai géré la deuxième société qui était à capital entièrement détenue par des étrangers. C'était la deuxième société, et on a parlé d'un banquier d'une société d'ambulance en off. C'était le frère de cette personne qui avait la première société implantée là-bas. Sur le monde est minuscule. Dans le monde, dans ce genre de monde, c'est très petit. Et en Andorre, j'ai eu au début, c'était un paradis fiscal. Il y a eu une grave crise bancaire, qui était la crise BPA, qui a transformé l'Andorre en enfer. C'est-à-dire les virements où on te pose des questions, qui est anti-business. Ensuite, j'ai vécu en France. J'ai vécu ensuite aux Pays-Bas, toujours dans l'activité professionnelle. Ensuite, après les Pays-Bas, il y a eu le confinement. J'ai vécu ensuite en Estonie, où je suis allé en Estonie pour le lancement de mon business, pour m'échapper de cette pression sociale que j'évoquais au début du podcast. Et ensuite, je reviens en France. Maintenant. Ok. Enfin, l'année prochaine, en 2024. Ok. Et j'ai hâte. Et ça va me coûter cher. Mais si je raisonnais qu'en impôts, ça va me coûter... Le calcul est très vite fait. Et je le dis aux gens, ça va me coûter 100 000 euros de plus par an. C'est-à-dire que tu prends 100 000 euros sur la table, ça ferait un très beau marketing. Tu l'imbibes d'essence et tu fous le feu. Parce que je vais payer des impôts que je n'aurais pas eu à payer si je ne m'impatriais pas en France, on va dire. La réalité est que, en réalité, ça va être un des placements les plus judicieux à travers l'accès au levier, à travers la composante, sans parler des taxes, mais de la création de capital. Si demain, par exemple, en revenant en France avec un niveau de rémunération élevé qui implique ce niveau de taxes élevé également, si je lève 3 millions d'euros d'immobilier, je ne parle pas du cash flow. Le cash flow, je m'en fous et je l'ignore dans l'opération. Je ne cherche pas à vivre de l'immobilier, je cherche à créer un capital. Si je ne gagne pas sur le loyer, je rembourse en capital aux alentours de 150 000 euros par an, sur 20 ans. C'est-à-dire que dans 20 ans, j'ai un immeuble à 3 millions qui est entièrement payé,
Si je le revends même 3 millions dans ma poche. C'est 150 000 euros d'amortissement de capital créé avec 100 000 euros. C'est pas dégueulasse. Sans parler de l'appréciation des biens, sans parler des loyers qui vont rentrer, sans parler de la plus-value latente. Et ça, on ne peut pas forcément le faire à l'étranger. Et à l'étranger, il suffit de regarder les gens qui investissent à l'étranger. Ça va être sur des petites... tu vois pas... c'est des petits patrimoines par rapport à ceux qu'ils ont, où ils sont obligés d'acheter cash en plus. Ouais, ok. Ok, très bien. Et justement, tu as parlé tout à l'heure d'expatriation capitaliste. Capitaliste, c'est pour ça que j'ai l'iPad, parce que j'avais pris des chiffres par rapport à ces questions. J'avais pris l'exemple d'une personne qui gagne le même montant. On avait fait une simulation entre Dubaï et une autre juridiction qu'on appelle AH1, qui est une juridiction européenne. On fait un peu de marketing, mais c'est surtout les membres qui veulent pas... tu sais ce que c'est, mais les gens ne veulent pas qu'on dise ce que c'est pour pas que les gens débarquent en regardant du contenu sur Internet sans faire de recherche. Cette juridiction est en Europe, et on est parti du principe que la personne gagnait 300 000 euros, qu'elle se versait sur place 50 000 euros, elle arrive à une imposition inférieure à 5%, pro et perso. Donc une belle économie d'impôt, contrairement à 75-80 000 euros en France qu'elle payerait. Donc il y a une économie d'impôt d'un côté. Mais cette économie d'impôt, on va s'en servir pour créer du capital. Pour créer du capital, il faut que le pays, tu puisses investir. Si on prend l'exemple de l'Estonie ou d'autres pays, j'appelle ça les pays sur titre de séjour. En Andorre, tu as un titre de séjour, c'est 2 ans. Aucune banque va te financer tant que tu n'as pas un titre permanent. Tu vas à l'île Maurice, c'est un titre de séjour sur 10 ans, les prêts vont être limités à 10 ans. C'est comme un étranger qui vient en France, qui a un titre de séjour de 5 ans, la banque ne va pas lui prêter sur 25 ans. Il y a un risque. Si le mec il se barre, comment on exerce les sûretés 50 000 euros dans ce pays, tu vis très bien. Et on en avait parlé avec Rémi. Quelqu'un qui part à Dubaï, qui va toujours gagner 300 000 euros, aura besoin pour vivre de la même manière, à Dubaï, de 10 000 euros par mois. Ça fait 120 000 euros à l'année. Il payera, de mémoire, si je ne me trompe pas dans les chiffres, 4 000 euros d'impôts, parce que l'impôt sur les sociétés à Dubaï est en place à partir de l'année prochaine. Oui. Et ça fait un écart de 8 000 euros d'impôts. Tu travailles sur Internet, tu vends des prestations sur Internet. Si la personne fait 600 000 euros de chiffre d'affaires pour 300 000 euros de bénéfices, un petit impôt qui est caché, où les gens ne se rendent pas compte quand les clients sont européens, c'est les frais Stripe. La personne à Dubaï, pour économiser 8 000 euros d'impôts, va payer 25 000 euros de frais Stripe en plus. Déjà, ça fait une imposition et elle est calculée sur le chiffre d'affaires, pas calculée sur tes bénéfices. Pensez à ça également en ayant une vision d'ensemble. Et quand tu regroupes tout et que tu te dis, je vais allouer d'un point de vue création de capital pendant 5 ans, vision 5 ans comme je l'ai évoqué précédemment, la différence de lifestyle, c'est-à-dire 6 000 euros par mois, je vais l'allouer à un remboursement de crédit pour investir. On arrive sur des simulations bancaires de la banque numéro 1 dans cette juridiction. J'ai dit, voilà, je vais mettre 6 000 euros de remboursement de crédit. Dites-moi combien je peux emprunter maximum. On arrive à 1 million avec 150 000 euros d'apport. 150 000 euros d'apport, c'est le double de l'économie d'impôt que tu réalises. C'est juste de l'apport que tu récupères ensuite. Sur 5 ans, c'est 5 millions de patrimoine. Juste avec la différence de lifestyle. À Dubaï, ton cash flow ne va pas servir à alimenter le capital, il va servir à alimenter ton lifestyle. Donc, en gros, tu te retrouveras dans la version moderne du prolétaire de Karl Marx à faire des webinars le dimanche soir, à faire du contenu, parce que tu ne pourras pas t'arrêter de travailler et vivre du rendement de ton capital. Et j'avais évoqué dans une vidéo également, les gens pensent que c'est assez proche de faire la distinction entre le rendement du capital et la rentabilité du capital. Pour la plupart des personnes, ça va être la même chose. La rentabilité étant l'accroissement, c'est-à-dire que oui, si tu bouffes une partie de l'accroissement du capital, ton capital, il va mettre beaucoup plus de temps. Le rendement de ton capital, c'est la position du vachier, que j'aime bien, la forteresse. C'est-à-dire que si tu as envie de travailler, tu travailles par passion, mais plus par un besoin alimentaire. Et pour ça, le seul moyen, c'est 5 ans. Et de surcroît, sur Internet, il y a une importance de le dire, les business Internet décollent très vite, mais ils atterrissent encore plus vite. Et ça, c'est important. Forbes avait fait une étude, c'est la seule étude que j'ai pu trouver, Forbes UK,
de mémoire, qui estimait la durée de vie d'un business Internet à environ 2 ans et 7 mois. Donc, ayez conscience de ça, mettez une stratégie. Et tu vois, on a parlé de la personne qui, après 5 ans, a créé un capital. Juste ces cash flows en plaçant à 10% sur le rendement immobilier, avec les investissements, les gens vont dire « Ouais, mais 10%, c'est excessif ». La moyenne dans le pays est de 8%, donc c'est pas colossal. Si en France, la moyenne elle est de 4%, il me semble, c'est comme si on te disait « Ouais, j'investis à 6%. » Là, les mecs, tu vas pas vendre une formation avec avec ce truc. Ça fait 150 000 € à la fin de cash flow net d'impôt. C'est-à-dire que tu gagnes 3 fois plus que ce que tu te versais. Et sur les années suivantes, au bout de la 5e année et sur les 5 années suivantes, si on fait 2 quinquennats, comme Macron, si tu réfléchis en termes de cash flow, par rapport au mec qui s'expatrie sur Dubaï, il va avoir 5 fois 150 000 € de cash flow, donc ça fait 750 000 €. En termes d'amortissement du capital, le remboursement du capital dû, il va avoir 200 000 € x 5, ça fait 1 million d'euros. S'il prend une plus-value, on a pris 15 points de moins que la moyenne sur les 10 dernières années, on a pris 3%, ça fait 800 000 € de plus-value. Tu arrives à la fin à 2,5 millions. La personne qui aura mis ça sur les 5 prochaines années prendra dans sa richesse personnelle 2,5 millions d'euros de plus que le mec qui est parti à Dubaï. En combien de temps ? En 5 ans. Ouais, c'est incroyable. Et 5 ans, c'est quoi dans une vie ? Ouais, c'est clair. Je sais pas, t'as fait quoi comme étude ? Ingénieur. Ingénieur en prépa ou Non, école d'ingé. École d'ingé. Moi, on m'a vendu la prépa, tu sais. Ouais. Et tu sais comment on présente la prépa ? Oui. On la présente comme le sacrifice de 2 ans ultime pour tout simplement être libre tout le reste du temps et ne plus te poser de questions. C'est comme ça qu'on te vend les études. Les études, c'est pas pour t'apprendre être intelligent. Ça t'apprend à apprendre et être capable d'absorber de nouveaux concepts. Faire 5 ans sur ça pour avoir la liberté. Moi, j'aime bien dire, tu sais, les gens reprochent, oui, les retraites, elles seront plus versées. Qui n'aura pas de retraite ? L'entrepreneur qui se paye en dividende et qui n'a jamais cotisé. Ça, lui, c'est une certitude, il n'aura pas de retraite. J'ai pas envie de bosser jusqu'à 70 ans. J'ai pas envie de faire le freelanceur à Bali sur la plage et tout ça, qui n'a que ça et qui bouffe qui ne crée pas son capital. Il aura, tel Karl Marx l'a décrit, le bon prolétaire des temps modernes, il aura que sa force de travail pour subvenir à ses besoins. Et pourquoi toi, tu vas pas dans ce pays-là, justement, plutôt que... Pourquoi je ne vais pas dans ce pays-là ? Tout simplement parce qu'il y a une échelle à la stratégie. La stratégie, il faut comprendre, c'est la stratégie qui vous enrichit. C'est votre compétence qui vous fait gagner de l'argent, c'est la stratégie qui vous enrichit. Comme je te l'ai dit, les montants d'apport, pour faire 5 millions, il faut avoir de l'apport, c'est sur 5 ans. J'ai comparé avec un retour en France. Je pense pouvoir faire plus en France, plus rapidement. Tenu par l'âge. Et qu'est-ce que tu penses des arguments utilisés pour l'expatriation qui sont pas financiers, qui sont plutôt sur... Mais je vais leur dire une chose. Est-ce que la question, c'est... Je comprends ces arguments. Je comprends les arguments de dire on veut s'expatrier pour un cadre de vie meilleur, pour un sentiment de sécurité meilleur. J'ai fait une expérience en venant à Paris. On te dit la France, oui, c'est dangereux, il y a de l'insécurité. Et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, avait une fois, et ça avait fait un tollé, dit que c'est un sentiment d'insécurité qu'il y a en France. Je pense que les gens qui ressentent ça regardent peut-être un peu trop BFM Télé. Je ne renie pas que c'est présent. Mais quand tu poses des questions autour de toi et tu leur poses une question, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu t'es fait agresser physiquement ? Clairement. C'est-à-dire que tu as eu... quand tu écoutes sur Internet, on dit que tu vas te faire égorger. J'ai fait l'expérience simple. Je suis arrivé à Charles de Gaulle pour l'événement de Rémi. À 18h, j'ai fait, allez, je veux une raison de détester la France. Je vais prendre le RERB. RERB, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui va de Roissy, qui passe par... C'est le fait tout le pire. 93, c'est le pire. Et j'étais dans le train, j'avais mon casque, je finissais une série Carbone là, qui est sur Canal+, sur l'iPad. J'ai toujours mon iPad, comme les gens peuvent le voir. Je ne suis pas allé en acheter un entre-temps, je ne me suis pas fait agresser. Oui, j'avais moins de tranquille. Je ne serais pas allé aux toilettes dans le RER s'il y en a un, en laissant toutes les affaires. Oui. Mais
Ensuite, ouais, il y a une certaine forme de sauvagerie, mais qu'est-ce qui est le plus important ? C'est faire abstraction de ça et avoir une forme de liberté perpétuelle, c'est-à-dire de dire tu travailles ou d'être bloqué par son travail. On n'est pas entrepreneur pour avoir le côté, tu vois, d'être conduit dans une rat race. Donc, l'avantage de l'entrepreneur est de pouvoir se déplacer, d'aller là où c'est le plus simple. Il y a des gens qui veulent absolument s'expatrier, et c'est là qu'on les assiste dans ce processus d'expatriation pour qu'ils le fassent le plus stratégiquement possible, tout en leur disant qu'il ne faut pas ignorer ce qu'ils peuvent faire et de penser long terme. Beaucoup de gens, mes parents y compris par exemple, étaient des entrepreneurs et aujourd'hui à la retraite, ils se rendent compte, merde, on n'a pas capitalisé, ils ne sont pas à plaindre. Hein. Mon père, à l'écouter, c'est Cosette, t'as l'impression qu'il a le RSA, papa, si tu regardes. Il regarde pas YouTube, mais c'est Cosette, parce que les gens n'ont pas investi. J'étais hier avec ma sœur, qui vit à Paris, qui a 45 ans, et je lui ai expliqué la nécessité d'investir. Et je disais à mon beau-frère, je lui disais, t'as conscience de ce que tu auras à la retraite ? Calcule le montant que tu auras à la retraite. Si tu capitalises pas maintenant, ça va être un peu plus difficile. Et l'entrepreneur a la possibilité de capitaliser beaucoup plus rapidement. Et c'est ça qui doit se concentrer. Après, je vais te dire, moi demain, tu te retrouves avec un parc à 10 millions d'euros, que ça soit en France ou ailleurs, tu crois que j'ai un souci à me faire ? Si j'ai envie d'aller à Dubaï, je vais à Dubaï. Si j'ai envie d'aller vivre en Andorre, je vais vivre en Andorre. Mais je ne pourrai jamais le constituer depuis l'Andorre. Ça, c'est une vérité vraie. Donc, le plaisir, et j'ai beaucoup aimé la phrase de Rémi, et tu as participé à l'événement, de savoir qu'est-ce qu'il disait pour gagner de l'argent en bourse, savoir différer la gratification. Oui. Et on a tendance à mettre la charrue avant les bœufs. Il peut avoir des stratégies création de capital, expatriation, répatriation et repartir. Moi, je rentre en France, je te dis pas que je vais continuer à vivre en France. Rien m'empêche de repartir ensuite. Ce que je veux, c'est un filet de sécurité. C'est tout. Un capital. Et qu'il faut penser à ça. Et c'est pas l'économie d'impôt, et on l'a prouvé mathématiquement, hein, sur 1 million de gains, il faut que la personne elle gagne 1 million pendant 100 ans. Donc, pas faire un lancement sur l'intelligence artificielle ou sur un produit. Sur 10 ans, est-ce que tu as un nom d'un influenceur qui a 10 ans et qui est toujours aussi présent, qui était là en 2013 ? Non, c'est clair. Voilà, c'est clair. C'est des gens très récents, 2016, 2017, et on les voit, les gens, clairement. Ils montent et ils descendent très rapidement, il y a de nouvelles entrées. C'est-à-dire que, sur 10 ans, le mec qui gagne 1 million tous les ans, il va économiser un peu moins de 200 000 euros. Ça fait 2 millions. 2 millions avec les trains de vie, c'est vite bouffé en Lamborghini. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pas quelqu'un qui, quelqu'un qui gagne 1 million par an en France. Le mec, il peut aller chercher du 30-40 millions. 30-40 millions. Alors les gens vont se dire c'est pas possible, nani, nana. Ça, les gens cherchent une excuse à ne pas passer à l'action. On a fait un podcast sur 10 millions où on interviewait une femme de 52 ans qui est salariée, qui a fait 10 millions en 4 ans. Et pour indice, elle n'a rien à vendre, elle n'est pas formatrice, elle partageait juste une expérience. Donc, c'était pas du blablabli, blablabla, on n'avait pas sorti le pipeau et le violon, c'était un simple partage d'expérience. Et moi, j'étais ravi parce que je lui posais des questions en tant que débutant. Tu vois, ça me rassurait, j'avais besoin d'entendre quelqu'un qui travaillait 60 heures par semaine, et de dire, mais comment tu as pu faire en 4 ans sans y connaître ? Parce que moi, je suis dans la même situation et tu as l'objectif que j'ai envie d'atteindre. Et je trouve le parcours remarquable. Donc moi, je la voulais absolument. Et ça se sent dans les questions de débutants que je lui pose. Je lui pose des questions de débutants complets, mais c'est important d'en avoir conscience. Et les gens ont besoin de se rendre compte de ça. Et après, une fois que tu as fait tout ça, que tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Et on est entrepreneur pour être libre. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Et justement, cet effet de levier, tu préconises quelle utilisation, on va dire, du levier ? Est-ce que c'est plutôt de l'immobilier ou plutôt du rachat, par exemple ? L'effet de levier, tu peux l'utiliser pour tout. Tu peux l'utiliser même pour faire de la bourse. Mais
Rémi va se fâcher parce qu'il disait, je sais pas quel entrepreneur, pour reprendre ses termes, l'homme a 3 ennemis, Voilà, c'est ça. les femmes, l'alcool et l'effet de levier. Rémi de la chaîne Parlons long terme, qu'on vous recommande. Ouais, clairement. C'est... qui est passé sur Finfluence. Qui est passé, oui, juste avant moi. Exactement, ouais. Et le levier, tu peux le mettre en place pour de l'immobilier. Si tu veux, l'immobilier est une composante importante dans un patrimoine. C'est une sécurité, c'est de la pierre, c'est stable. On va pas te... Alors, tu vas avoir des gens qui vont dire oui, ils ont passé une loi pour... Non. Oui. Londres a les mêmes règles. Ouais. En Thaïlande, c'est tout la Thaïlande, Bali, c'est les bails amphithéâtres. Tu peux peut-être revenir sur cette loi rapidement pour... Je la connais pas, mais c'est les gens qui l'utilisent pour faire peur. C'est principalement où ils peuvent permettre sur des zones tendues de récupérer la terre sous l'immeuble pour favoriser, pour éviter la crise du logement. Ouais. Tu vas à Londres, tu vas autour de Hyde Park, tu as des maisons à 80 millions d'euros qui sont sur ce modèle. Ouais. Et c'est Roman Abramovich, c'est des gros milliardaires anglais, et ils l'ont acheté sur le modèle de bail amphithéotique. Donc les gens utilisent la peur, c'est comme, tu as dû l'entendre parler, le risque de mobilisation. Oui. Où on te dit, oui, la mobilisation, il faut partir à l'étranger. Le passeport aussi, on peut en parler de ces fantasmes. Le risque de mobilisation, j'ai envie d'expliquer aux gens une chose très simple, qui est pragmatique, qui est... Et je suis pas un défenseur de la France, je suis pas affilié au service des impôts. Si je ramène des entrepreneurs, j'ai pas Macron qui m'envoie une addition. Voilà, c'est dommage. Je partage une expérience par le fait d'avoir pu voir je partage expérience et expertise. Si demain tu as une mobilisation, on oublie juste une chose, la France est un pays doté. C'est-à-dire que la France serait attaquée. Mais je ne sais pas qui c'est, mais je rappelle que la France a quand même 280 têtes nucléaires, autant de têtes nucléaires que quasiment la Chine. Même s'ils augmentent ce qui suffit largement à raser la planète. Ouais. Donc si demain, ton seul souci, c'est fuir la mobilisation française, je pense que à part même en allant au Groenland, la suite, ce ne sera pas la mobilisation le problème. Donc il faut en avoir conscience de ça. Le passeport, tu sais, les gens parlent beaucoup du passeport, élément de liberté, sans mentionner des contre-exemples. On te dit, ouais, il faut avoir 3 passeports et tout ça. Ah oui. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens. Ouais. Moi, j'appelle ça le syndrome Jason Bourne. Okay. Où, t'arrives, je sors le passeport, ça fait américain. Les gens ne se rendent pas compte. Et c'était le vendeur d'art de mon boss qui m'en avait parlé, qui vient d'Amérique latine. Et je lui avais demandé s'il avait un autre passeport, tu vois, par curiosité. Il fait non, moi j'ai le passeport français, j'ai vécu des soulèvements et je suis content de garder mon passeport français. La protection consulaire de la France. Il y a quelque chose de dramatique qui se passe, qu'on n'évoquera pas, mais qui se passe au Proche-Orient, où il y a eu des otages. Si tu as un passeport français, tu crois que c'est pas mieux que si tu as un passeport d'une île, que tu es un otage tu crois que c'est l'île au fin fond des Caraïbes ou du Panama qui va faire quelque chose pour te sortir. Les forces diplomatiques, dans un monde qui devient de plus en plus sauvage. Tu es en Ukraine, par exemple. Kiev était une ville exceptionnelle. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller. Non. Tu vas à Kiev le 23 février, tu vas pour visiter. La guerre se déclenche. Mais tu es bien content d'avoir le passeport français pour aller à l'ambassade. Parce que tu sais, avec certitude, une chose, c'est que la Russie, elle ne s'est pas trop visée sur ses missiles, mais elle ne va pas s'amuser à prendre le moindre risque qui est un missile qui tombe sur une ambassade française d'une puissance qui est dotée. Il faut penser également à cet aspect que les gens n'évoquent pas. Si demain tu as un problème, tu préfères appeler les services de consulaires français que d'une république bananière au fin fond des Caraïbes. Ouais. Et la taxation mondiale et tout ça, ça pourra arriver, mais ça mettra tellement de temps. Tu penses que ça arrivera, ça, la taxation Je pense que mondiale ? le prochain pays qui va le faire va être la Chine, parce que la Chine a un énorme problème de collecte de l'impôt, et elle ne peut pas se développer sans cette collecte de l'impôt. Donc je pense qu'ils vont régler ce problème, les Chinois, très facilement de cette manière. Mais quand bien même la France voudrait le faire, il faudrait changer de constitution. Donc changer de constitution, ça prend du temps. Il faudrait renégocier tous les traités internationaux. Donc 10 ans.
les traités internationaux, c'est les conventions fiscales internationales. Une convention fiscale internationale a une valeur supérieure à la loi nationale. C'est l'article 55 de notre Constitution, si je ne dis pas de bêtises. Je ne veux pas faire un cours de droit constitutionnel, mais c'est-à-dire que si par exemple tu as une loi française qui dit on taxe tous les Français et que toi tu es dans un pays sous convention fiscale, ben, la loi française elle se tait. Donc il faudrait tout renégocier. 10 ans. Donc, si ça se faisait demain, quoi. Voilà, 10 ans, tu vas dans un autre pays, en y restant 5 ans, et pas dans une île à Bouzlande, on va dire, il te faut 5 ans pour obtenir une nationalité. Tu vas en Angleterre, tu obtiens la nationalité en 5 ans. Donc ça. Et à penser à ça. Parce que c'est quelque chose qui revient souvent, le passeport, la liberté, tout ça, carte de résident. Concentre-toi à faire de l'argent d'abord, et après, tu feras les zones bornes, quoi. Ok. Mais je pense savoir de quel infopreneur tu parlais en introduction, alors quand tu parlais d'expatriation au début. Non, je pense pas, parce qu'il n'y est plus. Ah, il n'y est plus sur Internet. D'accord. Okay. Il n'y est plus. On ne citera pas de nom. Non, bien sûr. J'ai suffisamment d'ennemis, je vais pas t'en transmettre. Mais non. Alors, peut-être pour terminer sur l'expatriation, imaginons que quelqu'un veuille vraiment s'expatrier, qu'il en ait marre de la France. Est-ce que tu pourrais peut-être nous citer un pays parmi tous ceux que tu connais qui est particulièrement surcoté au niveau de l'expatriation et un qui est sous-coté, en prenant en compte tous les éléments, donc au-delà de l'aspect financier, vraiment même au niveau du cadre de vie, etc., et du réseau. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'une si tu veux, j'aborde l'expatriation au travers j'aime pas le terme programme de formation, j'aborde l'expatriation sur, en fait, sous un angle, allez où vous voulez. Je dirais aux gens, faites attention aux gens monopays. Les gens monopays n'ont quelqu'un qui va te vendre que l'Estonie, il va pas te dire les défauts de l'Estonie. Quand tu regardes des vidéos sur Andorre, les Gestoria et tout ça, il va pas te parler du problème bancaire, il va pas te parler de la lenteur que pour avoir un cabis actualisé, il te faut 1 mois et demi limite à avoir. Il va pas te dire que dès que tu reçois un virement, tu as l'impression d'être convoqué en garde à vue, que la banque peut te foutre du jour au lendemain dehors. Tous ces éléments, il va le cacher. Donc, pensez que, moi j'appelle ça le syndrome du coiffeur. Le mec qui ne vend que l'Andorre a intérêt de te dire, c'est comme si tu vas chez le coiffeur demain avec même un crâne rasé, que tu dis, est-ce que j'ai besoin d'une coupe ? Il va te dire, oui, vous avez besoin d'une coupe, là, vos cheveux sont trop longs. Donc faire très attention à ça, les gens ont toujours quelque chose à vendre et ils ne sont pas à votre place. Leur but, c'est vous vendre leur cam. Donc, partez plus sur des communautés qui sont sur plusieurs pays. Nous, on a quoi ? On a des gens qui sont dans une 30aine de pays. Et d'aller chercher ce que vous voulez à l'étranger, en sachant que généralement les gens ont une identité forte française et il y a des pays qui vont surcoter, je dirais, c'est des modes, les expatriations. Il y avait la mode de l'Estonie, les gens allaient en Estonie. Pour moi, l'Estonie, Rémi adore quand je fais ces allusions, pour moi c'est une sacrée merde, pour avoir vécu dans d'autres pays. Et il faut comprendre que quelquefois tu as également des avis de personnes, tu sais, gagnent un peu d'argent en France, mais ils passent du studio dans le 9-3 au penthouse à Tallinn, à aller au restaurant tous les jours. Puis bien évidemment que l'expatriation est fabuleuse, mais ils n'ont pas eu l'acclimatation entre les deux. L'Estonie était surcotée d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un pays que, tu vois, tu me dis Andorre ou Estonie, je te dis de suite Estonie. Tu me dis à Estonie ou un autre pays, comparer ce qui est comparable. On ne compare pas l'Estonie, qui a un PIB de 30 milliards d'euros, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire moins que le chiffre d'affaires de LVMH, une seule société française. Largement même. Ouais, c'est la moitié, je pense. Ouais. Comparer ce qui est comparable. Un pays de 2 millions d'habitants se compare avec un pays de 2 millions d'habitants. Dubaï, moi je considère que Dubaï, c'est génial, mais que pour bénéficier des avantages de Dubaï, t'as pas besoin d'y vivre l'année. T'as besoin tu peux y aller 2 mois. Demain, tu vis par exemple en Estonie. Regarde Rémi, il part 1 mois et demi à Dubaï en janvier. Faire du réseau, prendre tout le bon de Dubaï. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte le plus. N'écoutez pas les autres parce que vous n'êtes pas les autres. C'est quelque chose de très important. T'as peut-être, tu vois, juste le fait d'être célibataire, d'être en couple, peut avoir une incidence. Les gens n'évoquent pas un autre exemple. Tu vois,
pour illustrer, j'en parlais avec une personne qui était homosexuelle. Andorre, c'est criminel. Tu te prends une énorme amende si tu tiens un mec dans la rue. Ah bon Oui, Dubaï. Dubaï, oui. Ça, et tu vois, l'incidence, le choix va être totalement différent. Et Oui. ça, c'est très important à comprendre. D'y aller, je recommande d'y aller au pire moment de l'année, se faire une idée. Moi, j'ai des gens, là, je leur dis, allez-y dans les pays, là, il fait un temps de merde, il fait froid, il y a du vent, c'est gris, vous allez détester. Ils me disent, mais t'es pas un vendeur, toi. J'ai fait, non, je suis un conseiller. Si tu vas là et que tu apprécies, ça veut dire qu'au meilleur moment de l'année, tu vas encore plus aimer. Et c'est très important. Les pays, ça dépend. Souvent, ils sont surcotés avec un phénomène d'attraction où une personne parle beaucoup du pays sur Internet et il y a un mouvement moutonnier. J'appelle ça, je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave, j'appelle ça la formation arabe. Et attention, c'est formation arabe et pas formation d'arabe. En référence au téléphone arabe. C'est-à-dire que tu as une information qui passe à une personne, il la recopie, il n'y a pas de barrière à l'entrée sur YouTube. Ouais. Et donc, il reprend. J'appelle ça, moi, ces vidéos, je les appelle les fiscaloscopies. C'est-à-dire que je prends un contenu, je le commente en direct. Et en fait, on retrouve les mêmes erreurs chez les gens. On a parlé j'intervenais sur le cadre de la reprise d'entreprise chez Rémi. Le discours que j'ai eu était le discours contradictoire avec ce qu'on voit sur Internet. Tu vois 3-4 personnes qui ont le même discours, mais en fait, ils sont tous partis de la même base. Ils ont pris un mec, tiens, ça marche bien, donc je vais le copier. Et je vais faire ça, et je vais sortir un discours. Il y en a un qui a écrit un livre que je ne citerai pas. Il reprend les mêmes chiffres, les mêmes termes que la formation initiale. Donc faites attention à ça, faites-vous votre propre idée, déterminez vos besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Moi j'aime bien faire une grille capitaliste, cocher. L'aéroport est important. L'aéroport, la culture, pensez que les cultures peuvent être différentes. Donc je dirais que les pays surcotés, c'est généralement les pays où tout le monde va. Un effet moutonnier. Okay. Il y a une phrase... Je pense que c'était Rabelais qui parlait du mouton de Panurge. Si je dis pas de bêtises, mais je vais peut-être me tromper, je serai repris dans les commentaires. En faisant la même chose que tout le monde, on a les résultats de tout le monde. C'est aussi simple que ça. Île Maurice, il y a eu le même phénomène. Ouais. Tu vois, et les gens qui sont à l'île Maurice, ok, ils n'ont pas payé beaucoup d'impôts. Mais au début, ils étaient sur la séduction, après ils sont passés sur l'immobilier, après ils sont passés sur le dropshipping, ensuite ils sont passés maintenant sur l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que tu vois, une anecdote de l'île Maurice, j'ai un client qui est là-bas, qui m'a raconté une anecdote, je lui ai demandé de me transférer les mails, parce que je pensais que tu avais le côté un peu fan, où les personnes te disent ce que tu as envie d'entendre aussi dans les commentaires. Je lui ai dit, envoie-moi les commentaires, envoie-moi le mail. Il a reçu un virement de 30 000 euros d'un client à l'île Maurice en euros, principale banque, pour ne pas la citer, elle a des initiales qui commencent par M, suivi de C et B. On ne cite pas. Il a reçu 30 000 euros en juillet, le compte n'était pas crédité. Il appelle le client, il fait « j'ai pas reçu ton virement », le client lui envoie la preuve du virement, il fait « ça fait une semaine que je t'ai fait le virement », il fait un mail à la banque. Il fait « je comprends pas, j'ai un client qui m'a fait un virement, je reçois pas l'argent ». Tu sais qu'est-ce que lui a répondu la banque ? « Monsieur, nous n'avons pas les devises disponibles pour créditer votre compte. Il va falloir attendre que les touristes reviennent en fin d'année pour ramener des devises. » Avec mail, t'as vu le mail J'ai vu le mail du truc qui te le dit, clairement. T'étais en juillet, elle te disait d'attendre la fin d'année. Mais t'es là, mais c'est impossible, c'est incroyable. On te dit ça, tu le crois pas, tu vois. Tu penses que le mec, genre, c'est une caméra cachée. T'imagines la banque qui te dit, ouais, en juillet, 30 000 balles, hein, c'est pas 300 millions qu'il a reçu. 30 000 balles. T'es là, waouh. Bon, c'était à l'époque du Covid où tout était bloqué, à la sortie du Covid où tout était bloqué. Mais en France, on te dit, ouais, si tu vas retirer 500 balles, on va te poser 36 000 questions. Ouais. Dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai fait un virement de 330 millions, il n'y a pas eu de problème qui passe. Donc, j'ai voulu le faire, ça partait d'une holding, c'était une session, ça partait d'une holding à l'autre. Je voulais être là, tu vois. C'est pas moi qui l'ai signé, j'avais pas l'autorisation, parce que sinon j'aurais foutu mon IBAN en prétextant une erreur. Mais de voir comment ça se passe. Et en fait, t'envoies double authentification, double téléphone, mot de passe, et ça part. Et ça passe. Et ça part. Et t'as pas de...
Là, tu le fais à l'île Maurice. Attendez, Tu vas devoir attendre 10 ans, quoi. Non, on va se mettre en procédure de liquidation parce qu'on n'a plus de fonds propres, quoi. Et tu avais une anecdote intéressante sur une vidéo YouTube sur laquelle j'étais tombé sur Andorre, par rapport justement au problème des banques. Putain, je pourrais t'en faire. Le problème des banques, il y en a tellement. On avait eu... je racontais laquelle? C'était celle sur le problème de RIB, en fait. Je sais pas si. Problème de RIB, oui, mais ça, si tu vas en Andorre, tu remplis pas le RIB à l'époque. Je sais pas si ça a changé. T'as une messagerie, tu devais envoyer l'ordre de virement. Je te parle de ça en 2015, 2014-2015. Donc, je te parle pas de 1980. Je suis pas assez vieux pour ça. Donc, tu remplissais un formulaire, t'envoyais. Le virement, tu payais 22 € plus 0,5% du montant. C'est-à-dire un virement de 100 000 €, tu payais 522 € de frais. Ouais. Ça mettait 3-4 jours à arriver. Et le mec, on a eu un RIB où il s'est trompé. Et le mec, il me dit non, mais on l'a envoyé à BNP Paribas. Et oui, BNP Paribas, connard. Pardon, sur le podcast. Mais, il a envoyé au dernier RIB BNP Paribas. Mais qui avait. Ok, le début de l'IBAN était pareil, mais tu vois, ça fait un peu. Tu sais, t'avais l'impression que le mec, il remplissait. Et t'as eu Chrome qui a proposé remplissage automatique. Oui, voilà, c'est ça. Et que le mec, il a fait ça, il a même pas vérifié. Et heureusement qu'on connaissait le fournisseur. Et là, le mec, tu lui dis, mais il est trop tard qu'on s'est rendu compte, tu vas pas vérifier ce genre de choses. Tu remplis un formulaire, tu le signes, tu l'envoies. Le mec est trop con pour recopier, quoi. Ouais. On a eu ça. On a eu des refus de virement d'un client. L'argent vient d'Afrique. Ouais, depuis quand Monaco, c'est en Afrique? Tu confonds avec Mogadiscio, peut-être, mais compte monégasque dans une banque privée, pas dégueulasse, qui était une grosse banque. Le mec nous refusait 12 000 € le virement. On avait eu un mec, gros entrepreneur qui nous avait réglé une facture de 3 000 € qui avait un permis de résidence en Suisse et un permis de résidence à Monaco. Il nous fait le virement. Ça vient, pareil, cela, ça vient de Suisse. Les mecs commencent la compliance et fait, on comprend pas. Il y a forcément un document qui est faux. On fait comment ça, un document qui est faux? On peut pas être résident de deux pays. Mais non, il a le droit de résidence. Ah oui. On dit pas qu'il est résident fiscal, il a le droit de résidence. C'est un problème de compétence, en fait. Ah, mais c'était des blaireaux à l'époque. Si tu veux, c'était du secret bancaire. Donc c'était la coiffeuse qui était au service de compliance, ça servait à rien. Demain, t'es banquier d'affaires, tu préfères travailler à Londres ou en Andorre? Tu préfères aller au Luxembourg ou en Andorre? Tu vas dire, nous les entrepreneurs, t'as ce côté impôt, mais tu prends un mec d'HEC et tout ça, tu lui dis va bosser en Andorre, tu vas payer moins d'impôts, il va te dire fuck you, moi je m'en fous, je préfère être à Londres avec mes amis, je serai en plus payé. Et là le mec nous avait dit c'est forcément du blanchiment parce qu'on est remonté sur sa société en France, société.com, ils ont fait l'effort quand même. Pourquoi il a un haras de chevaux en Normandie et pourquoi il a pas ses chevaux à Monaco? Ah oui, mais on les attache où? Là, c'était Crédit Andorra, première banque Andorra. Et il nous dit le compliance, il nous fait... et en plus, il faudrait une preuve de fonds parce qu'on a vu que sa société, le Hara, perdait 3 millions d'euros. T'as envie de lui dire, c'est sa passion, le Hara. Oui. T'as regardé le nom, tu tapes son nom, il a le passeport allemand. Bizarrement, c'est une société cotée. Donc, tu as accès aux informations. Tu vas avoir son nom sur le rapport annuel. Et tu vas voir qu'il est propriétaire d'une société. Il a 35% des parts de la société. La société a dégagé 700 millions de résultats nets. Donc, pour faire un virement de 3 000 €... je pense que ça devrait aller. Ça devrait aller. Et c'était juste l'assurance d'un chalet qu'il possédait, tu vois. C'est fou. Et ça te rend fou. Mais toi, d'expliquer ça. Et si tu leur réponds pas, et que tu les traites de cons, moi, le banquier Valbank, qui était l'ancien BPA, il était allé, il m'avait appelé, j'étais encore sur le papier gérant, il fallait que ça change. Et vu que les papiers, ça prend 14 ans à faire, c'est-à-dire que ça faisait 3 mois que je l'étais plus, mais on avait fait les changements, mais ça s'était pas pris en compte. Il me dit rendez-vous, je descends d'Amsterdam, donc je prends l'avion, je loue une voiture pour monter à Andorre, et rendez-vous bancaire avec le directeur. Le mec, il m'a tendu un chèque pour dire le compte est clôturé. Parce qu'on avait voulu faire un virement de 50 000 $ au Japon. Et que le mec nous a dit, c'est forcément du blanchiment parce qu'au Japon, on paye en yens. Et il nous a foutu à la porte. Et le chèque,
je peux le dire, il y a aucun secret, et il y avait 1,8 million sur le compte. Donc, tu vois, c'était pas un compte à problème, c'était pas un compte qui n'était pas crédité, et c'était pas un compte qui était débiteur. Le mec nous a tendu un chèque. En fermant la porte en verre, j'ai pété la porte en verre. Je me souviens, j'ai claqué la porte en disant, mais j'ai claqué la porte, et tu sais, t'avais la petite partie en verre. Il me restait ça dans la main. Les mecs étaient comme ça. Je fais, putain, qu'est-ce que je fais avec sa poignée? Je vais pas la poser par terre gentiment, genre, excusez-moi, je vais pas lancer. Mais ça faisait encore plus mafieux, quoi. Non, mais c'est ça, Andorre. C'est ça, Andorre. Et, c'était pas ma société, moi j'étais juste le gérant. Et les mecs contactaient le boss à côté pour qu'il vienne placer son argent chez lui. Ouais. Mais c'est... Alors, ok, très bien. Il nous reste quelques minutes. Peut-être si j'essaye de résumer tout ce que tu as dit sur l'expatriation. Déjà, il faut voir par rapport à sa situation, comme tu dis, si on est en couple, célibataire, si on a des enfants, forcément le choix du pays sera différent. Chacun a son propre pays. Mais si on rentre un petit peu plus dans le détail financier, ce que tu défends, c'est qu'il faut réfléchir long terme, coût d'opportunité. Voilà, coût d'opportunité. Okay. Partir te rapporte un coût fiscal, ouais. et peut entraîner un coût d'opportunité. Quand le coût d'opportunité est supérieur à ce que ça te rapporte, ce n'est pas intéressant et il faut le considérer. Okay. Et avoir une vision 5 ans vraiment. Ça paraît long, hein, les gens, tu leur dis ça les énerve. Mais pensez à ça. Bon, très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur YouTube, sur Telegram, sur Discord, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Donc la chaîne, elle s'appelle AH Fiscalité, le podcast 10 millions que j'anime avec Fouad sur l'immobilier, sur la reprise d'entreprise également, où on fait pas mal de contenu que je considère qualitatif. Mais bon, ça c'est moi qui parle, mais je pense sincèrement. Et voilà. Non, je confirme, c'est du contenu extrêmement qualitatif. Grande gueule, mais qualitatif. Alors, il y a le côté grande gueule, il y a le côté... humour, on se prend pas la tête. C'est marrant, en fait. Tu vois, tu avais fait une vidéo pendant que tu étais en train de conduire. Moi, je t'en ai parlé en off. Ça me faisait carrément rire au niveau du format. Mais en termes de valeur apportée, c'est juste incroyable de trouver ça sur YouTube. J'aime bien je me suis inspiré de Karen Coffey aux États-Unis. Et j'avais adoré avec Obama, où le mec, il dit j'ai siège chauffant à l'arrière. Il fait ça, c'est assez basique. Mais par contre, je peux lancer une tête nucléaire depuis la voiture. Il fait ça, c'est pas basique. Et dans la voiture, tu vois, ça fait une discussion pas scriptée, où tu découvres des nouvelles choses, comme si le mec était sur le siège passager de la bagnole et qu'on discutait. J'en fais pas mal sur l'expatriation, j'en ai fait pas mal sur Tallinn. Il faut que j'en fasse une en Andorre, je pourrais en faire une en Andorre. J'arrive à la frontière andorrane, les mecs, ils me reconnaissent. Les douaniers andorrans, parce que j'ai passé pas mal de temps là-bas. Ok. Bon, super. Écoute, merci beaucoup encore, Hugo, pour toute la valeur que tu as apportée. J'espère. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir. Ou les conneries que j'ai racontées. tout va avec. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si l'épisode vous a plu. Et on se dit à très vite pour le prochain. Et les 5 étoiles sur Apple Podcast. Et les 5 étoiles sur Apple Podcast, effectivement. Donnez-moi des likes, les amis. Donnez-moi des likes. Ça, c'est Fouad qui le fait généralement. Merci beaucoup pour ce moment très, très agréable.